So we cannot allow for Brexit to be watered down. We cannot allow for it to be delayed. We cannot allow for a transition period to go on until the next general election. We've got to stand up and fight again. And we are going to win. We are going to win. We are going to win. Dans son combat pour dynamiter l'Europe, Nigel Farage a des alliés puissants. Ce n'est pas un hasard s'il fut le premier politicien étranger reçu par Donald Trump après son élection à la présidence des États-Unis. Trump croit en cet État-nation. Trump pense que la migration est un problème qui doit être soigneusement contrôlé sans être contre l'immigration. Trump croit au concept selon lequel l'État-nation est la pierre angulaire de la vie. Sur tout cela, je me retrouve tout à fait en accord avec Donald Trump. Nigel Farage ne cache plus ses ambitions. Dès 2017, il s'affiche avec un certain Steve Bannon. C'est l'ancien directeur de la campagne de Donald Trump, un homme d'affaires, dirigeant de médias, nationaliste convaincu qui rêve aujourd'hui de fédérer les mouvements identitaires européens. Il fonde le mouvement avec un objectif déclaré, détruire l'Union européenne en y prenant le pouvoir. Si vous y réfléchissez, les mondialistes ont Davos. Ils ont le groupe Bilderberg. Ce sont des structures bien établies, vous savez. Et ces personnes veulent construire un gouvernement mondial. Steve essaie de mettre en place la résistance à tout cela. The beating heart of the globalist project is in Brussels. I drive the stake through the vampire. The whole thing will start to dissipate. We'll call it the movement or the cause or something like that. Everything converges on May of 2019, and that's literally when we take over the EU. It's going to overwhelm the news cycle. Varsovie, Athènes, Berlin, Budapest, Stockholm, Rome, Oslo, Paris, dans toute l'Europe, les mouvements nationalistes gagnent du terrain. Il s'agit d'une menace invisible et qui se révèle dangereuse pour nous tous en Europe. Elle cherche à saper notre unité et détruire toute confiance en nos institutions. Elle cherche à pousser les gens aux extrêmes de la politique et à les éloigner du centre politique. Elle défend des valeurs et des objectifs politiques totalement différents de ce à quoi nous avons toujours cru, totalement différentes des qualités visionnaires de notre continent européen. Nigel Farage est député européen depuis 1999. Is that only as an independent country, free of the European Union, can we choose our own destiny in a 21st century that is changing rapidly. We have a particular good position compared to the rest of Europe through the Commonwealth, that many of the fastest growing economies in the world speak English, have common law, and rather like us. So for us it's a no-brainer to say, yeah, of course, we want to be friendly with our European colleagues, but not part of those European structures. On se demande dans quel siècle vit Nigel Farage quand même, parce que le Commonwealth c'est fini depuis longtemps. Ça a commencé à s'évaporer au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. C'est le moment où l'Inde gagne son indépendance, c'est le moment où l'Australie s'éloigne. Le Commonwealth c'est terminé. Il reste une empreinte britannique, mais pardon, la comparaison que vous voyez avec la France aussi. Nous sommes des pays qui avons été les grandes puissances mondiales, qui avons dominé le monde. Et aujourd'hui, notre seul multiplicateur de puissance possible, c'est l'Europe. C'est d'un nouveau Commonwealth dont rêvent les Brexiters. Ils lui ont même donné un nom, Global Britain. Un Royaume-Uni délivré de toutes les contraintes européennes et capable de commercer avec le reste du monde. Derrière ce modèle de libre-échange et de dérégulation, une poignée d'ultralibéraux et des financiers de la City. Leur référence s'appelle Singapour, une ancienne colonie devenue paradis fiscal.
Il vaut mieux vivre pauvre à Singapour que partout ailleurs au monde. Il vaut mieux être malade à Singapour que presque partout ailleurs. Quels que soient les critères, il vaut mieux vivre à Singapour que dans un pays occidental, ou presque. Comment ont-ils fait? Ils n'ont aucune ressource naturelle. Ils doivent importer tout ce qu'ils mangent, tout ce qu'ils boivent, toute leur électricité. Comment ont-ils réalisé un tel miracle? La réponse, c'est qu'ils ont ouvert leur marché. Ils ont supprimé toutes les barrières commerciales. Ils n'ont pas attendu les mesures réciproques des autres pays. Ils ont invité le trafic et le commerce du monde. Comme Hong Kong l'avait fait, et depuis lors, comme la Nouvelle-Zélande et l'Australie. C'est une formule qui fonctionne à chaque fois. Et j'espère que la Grande-Bretagne post-Union européenne le fera aussi, mais à une plus grande échelle. Londres, alias Singapour sur Tamise. La capitale d'un nouveau monde où règnera une finance sans contrôle. Mais est-ce bien pour cet avenir-là que les millions de Brexiters ont voté? La campagne pour le Brexit a réussi en jouant sur le thème de la souveraineté. Un problème qui n'intéresse qu'une partie du pays. Et elle l'a lié à l'immigration. Ils ont dit que nous ne pouvions pas contrôler nos frontières parce que nous ne contrôlions pas nos lois. Ils ont persuadé les gens que c'était quelque chose qui les affectait directement, que leurs emplois et leurs logements étaient menacés. L'immigration, c'est toujours ce qui est utilisé pour effrayer les gens. Il y a 3,5 millions de personnes européennes qui travaillent et vivent au Royaume-Uni, qui travaillent au service de l'économie britannique. Donc ça, c'est pas de la migration, c'est la liberté de circulation actuelle qui caractérise l'Europe. La campagne anti-migratoire gagne des points dans les sondages. Nigel Farage décide de pousser l'amalgame encore plus loin. Il ne s'attaque pas seulement aux Européens de l'Est, mais aussi aux migrants, essentiellement musulmans venus du Moyen-Orient en guerre. L'opération est baptisée Breaking Point, point de rupture en français. Dans tout le Royaume-Uni, Nigel Farage fait placarder des affiches où l'on peut lire « Nous devons quitter l'Union européenne et reprendre le contrôle de nos frontières ». Mais la photo derrière le slogan fait réagir la presse. Why are you picking on people's misery? All of the people in that picture behind you are fleeing atrocities in Syria. How do you know that? And you've got them on a picture to do with our membership of the European Union. Well, a refugee, all right, and we've had this since the Geneva Convention of 1951, is somebody fleeing in fear of their life because they're going to be persecuted because of who they are or what they are. The people behind you are all fleeing for their lives from a war in Syria. You don't know that. You don't know that. They're coming from all over the world. In fact, the estimate was that fewer than 1 in 5 that were coming in that big wave last year were coming from Syria. Nigel Farage est en plein mensonge et il le sait. La photo qu'il a utilisée et détournée fait partie d'un reportage réalisé en été 2015 par le photographe de presse Jeff G. Mitchell. Photographiés en Slovénie à la frontière de la Croatie, ces réfugiés fuient les guerres de Syrie et du Moyen-Orient. Malgré cette manipulation prouvée, l'affiche ne fut jamais retirée. 2 ans plus tard, Nigel Farage la revendique toujours. Elle a même fait des émules parmi les mouvements nationalistes européens. Cette affiche point de rupture était en avance sur son temps. Cette affiche point de rupture a été utilisée par Viktor Orban dans sa campagne hongroise. Cette affiche est la raison pour laquelle vous avez maintenant un nouveau gouvernement en Italie. C'était à l'époque absolument ce qu'il fallait dire. Mais parfois, c'est un peu difficile à entendre. Je la revendique encore totalement. C'était affreux, Tom. Tellement odieux et... C'est pour ça que je tenais tant à voter Remain. Je me disais que ça allait être difficile. Je n'étais pas d'accord avec Farage, ni avec tous les fous qui se sont mis à déverser tant de haine. Il y a eu tous ces groupuscules d'extrême droite. Le pays était devenu horrible. Vraiment horrible. Quand on commence à penser que tout est la faute de l'autre, il devient un ennemi. Et ça réveille la haine. Et cette haine, il faut l'arrêter.
Boris Johnson, c'est l'autre grande star de cette campagne. Il en est même la figure de proue officielle. Lui aussi va utiliser l'immigration comme arme de propagande. Cette fois-ci, pas sous l'angle identitaire, mais économique. Maire de Londres, puis député, il est l'homme qui a mené la rébellion des eurosceptiques au sein même du Parti conservateur, le parti au pouvoir. Et pour convaincre les électeurs, il sillonne le pays à bord d'un bus dénonçant ce que coûte l'Europe à l'économie britannique. And if we vote leave on June the 23rd, we can take back control of £350 million a week and spend on our priorities here in this country, including on the National Health Service. We can take back control of our immigration system. Mais à quoi correspondent ces 350 millions de livres, soit 400 millions d'euros? Il s'agit d'après lui de l'argent que le Royaume-Uni verse chaque semaine au budget de l'Union européenne. Le problème, c'est que les Brexiters oublient sciemment de calculer aussi les avantages que l'Europe accorde au Royaume-Uni. Le rabais sur la cotisation européenne obtenu par Margaret Thatcher, les aides de la politique agricole commune, les financements pour les régions pauvres. Le Royaume-Uni verse finalement 130 millions de livres, soit 150 millions d'euros par semaine à l'Europe. C'est 2,5 fois de moins que ce qu'affirme Boris Johnson. Même dans son parti, cette manipulation est loin de faire l'unanimité. J'étais très prudent avec ce chiffre. J'aurais personnellement changé ça. At the end of the war, Britain created the NHS. It protects us. Si la campagne de Boris Johnson a tellement bien fonctionné, c'est qu'elle touche à ce que les Britanniques ont de plus cher, le NHS, l'équivalent de notre sécurité sociale. Comble de la manipulation, des clips comme celui-ci affirment sur Internet que le système de santé britannique est directement menacé par les migrants. Avec en prime de grossières contre-vérités, comme l'entrée prochaine de la Turquie dans l'Union européenne. When Albania, Macedonia, Montenegro, Serbia and Turkey join the EU. Imagine our money being spent on our priorities. You can make this happen. Good morning! Morning! Zeus, look! You're cured! Yes! And it's all thanks to that extra £350 million a week for the NHS! Ha ha! Toujours avec autant d'humour, la BBC semble en douter. Les Anglais pourraient bien devenir, malgré eux, les dindons de cette farce tragicomique. What an abundance of food! Yes, and finally, proper bendy British bananas. Well, on to the job hunt. Now all the immigrants are gone, there's thousands of well-paid and stable careers available for me. I could be an artist or a scientist. Everything's amazing! À 5 semaines du vote, Boris Johnson a un nouveau jouet. Un bus rouge décoré aux couleurs de sa fausse information qui sillonne le pays. That is the total sum that goes to Brussels, the 19-20 billion. De son côté, dans l'ombre, Cummings va se tourner vers un nouveau terrain de jeu, Facebook. Voilà le résultat de leur collaboration. Sur la page Facebook d'un ouvrier, Votelive envoie cette image. Envoyer 350 millions de livres à l'Union européenne ou soutenir l'industrie métallurgique, c'est à vous de décider. Mais sur la page d'un habitant de la région du Yorkshire, qui en décembre 2015 avait connu des inondations dramatiques, voilà ce qui apparaît. Envoyer 350 millions de livres à l'Union européenne ou construire des digues pour le Yorkshire, c'est à vous de décider. Ces publicités sont un très bon exemple de micro-ciblage. On voit bien que le message est toujours plus ou moins le même, les 350 millions de livres. Mais les gens qui sont ciblés ont l'impression d'être uniques. Ils ont l'impression que cette campagne s'intéresse particulièrement à leurs problèmes. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas clair du tout et ce n'est pas transparent. C'est un véritable tour de force. Une technique de micro-ciblage que Dominic Cummings décrit sur son propre blog. Durant les 10 semaines de la campagne officielle, nous avons diffusé environ 1 milliard de publicités digitales micro-ciblées, principalement via Facebook. Nous avons concentré la diffusion dans la période autour du vote par correspondance,
et dans les derniers jours de la campagne. Et ce n'est pas fini. Cummings va aussi utiliser une des fonctionnalités les plus mystérieuses de Facebook. The Leave campaign is picking up speed, with 53% against 47% for the In camp. À l'approche du scrutin, les sondages se resserrent. Cummings va investir massivement pour répandre sa fake news via son arme secrète, les Dark Ads, les publicités fantômes. Une fonctionnalité propre à Facebook qui permet d'agir dans le plus grand secret. Les Dark Ads, c'est la possibilité pour des annonceurs de diffuser de la publicité, notamment de la publicité politique, sur les réseaux sociaux, en cherchant à toucher un public très précis, qui va être le seul à avoir cette publicité, et ensuite cette publicité va disparaître du réseau social. Concrètement, voilà ce que les électeurs ciblés auraient vu sur leur page Facebook. Sur le compte de l'habitant du Yorkshire, la publicité de votre livre apparaît à un horaire précis. Elle n'est visible que par lui, et dès qu'il l'a vue, elle disparaît comme par magie de son fil d'actualité. Un processus qui se répétera à un autre moment et avec une autre publicité pour l'ouvrier. Ces Dark Ads vont permettre à Dominic Cummings de faire campagne sans que ni le camp adverse ni les médias ne s'en rendent compte. Il s'en vantera même sur son blog. Il est en réalité difficile, même pour des gens compétents et déterminés, de tracer la communication digitale correctement. Il est important que les médias politiques ne soient pas capables de ça. Il n'y a eu aucun article sur la façon dont le livre dépensait 98% de son budget. A negotiation with the European Union will need to begin under a new Prime Minister. This is not a decision I've taken lightly, but I do believe it's in the national interest to have a period of stability and then the new leadership required. Le 23 juin 2016, le Brexit l'emporte avec 51,9% des voix. Mais très vite, les masques tombent. Dès le lendemain du scrutin, le leader d'extrême droite, pro-Brexit, Nigel Farage, va faire un aveu stupéfiant. First of all, congratulations. Thank you. That is the right thing to say to you. Cet homme, qui pendant des mois a milité dans le même camp que Dominic Cummings, va reconnaître moins de 24 heures après le vote que le chiffre des 350 millions était tout simplement faux. The 350 million pounds a week we send to the EU, which we will no longer send to the EU. Can you guarantee that's going to go to the NHS? No, I can't, and I would never have made that claim. That was one of the mistakes I think that the Leave campaign made. Hang on a moment, that was one of your adverts. Well, it wasn't one of my adverts, I can assure you. Well, that was one of the Leave campaign's adverts, was that money was going to go to the NHS. And I think they made a mistake. La négociation sur le Brexit est très difficile pour la Grande-Bretagne pour deux raisons. Tout d'abord, il est difficile de négocier pour obtenir les avantages sans en payer le prix. L'Union européenne ne l'a pas permis. Deuxièmement, les questions concernant le type de pays que nous voulons être. Est-ce que nous voulons ou pas être internationalistes? Est-ce que nous voulons ou pas accueillir des migrants chez nous? Tout cela s'est cristallisé autour du Brexit. C'est le Royaume-Uni qui quitte l'Union européenne. Ce n'est pas nous qui quittons le Royaume-Uni. Et donc en quittant la maison commune, parce que le fonctionnement ne leur plaît pas, parce qu'ils n'aiment pas la Cour de justice, parce qu'ils ne veulent plus payer, parce que les réglementations européennes pour l'environnement, les droits sociaux, pour les normes industrielles ne leur plaisent pas, parce qu'ils veulent une politique commerciale solitaire plutôt que d'être dans notre politique commerciale pour négocier avec les Chinois ou les Américains, ces règles-là, on ne va pas les changer. Après 1 an et demi d'âpres tractations, un accord est finalement accepté par les deux parties. Mais Theresa May est désavouée par le Parlement de Westminster. À ce stade, il ne reste plus aux Britanniques que leur légendaire sens de l'humour pour faire face à une situation de plus en plus absurde. Before we start, I want to be absolutely clear about one thing. We are here to serve the British people, not the whims of some European imperialist state. We are a proud nation, and no bureaucrat in Brussels can tell us what to do. They took our sovereignty, our dignity, the very essence of our Britishness. And what has the European Convention of Human Rights ever done for us in return? Oh, the right to a fair trial. What? The right to a fair trial. Well, that's true, I suppose. The right to privacy? Well, yes, all right. I grant you
Fair trials and privacy are two things the European Convention of Human Rights has given us. Freedom of expression. Freedom from discrimination. But apart from these, what has the European Convention on Human Rights ever done for us? Peace in Northern Ireland? Cette fois-ci, il n'y a plus de quoi rire. C'est la démocratie et la paix qui sont menacées. Avec le Brexit, c'est le retour du spectre de la guerre civile en Irlande qui plane. Une guerre qui opposa protestants et catholiques. Une tragédie vieille de 3 siècles. « 3600 morts. Nous oublions que le record européen absolu du nombre de morts impliquant des terroristes est détenu par la Grande-Bretagne et les îles britanniques. 3600 personnes tuées de 1968 à 1998. L'antagonisme entre les Irlandais et les Britanniques a été considérable pendant de nombreuses années. L'un des éléments qui a rendu l'accord du Vendredi Saint possible était l'existence de partenaires européens partageant souvent le même point de vue sur l'Europe. Cela a permis de créer les conditions et l'atmosphère nécessaire pour rendre possible l'accord de paix du Vendredi Saint. Séparer maintenant le Royaume-Uni et la République irlandaise de cette relation avec l'Europe est un très gros problème. Un énorme problème. Ce problème, c'est la guerre. Celle qui pourrait opposer, comme il y a 20 ans, les catholiques et les protestants d'Irlande. Européens et Britanniques le savent bien lorsqu'ils tombent d'accord sur ce point crucial. Ne jamais rétablir de frontières entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Mais le Royaume-Uni voulant sortir de l'union douanière, il faut bien vérifier les marchandises quelque part. Finalement, la solution proposée par l'Europe s'appelle le backstop. Une sorte de frontière installée au niveau des ports et des aéroports irlandais. Or, les Brexiters refusent toute idée de séparation entre la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, à l'intérieur même du Royaume-Uni. Voilà pourquoi l'accord est rejeté par les parlementaires britanniques et la situation totalement bloquée. Au Royaume-Uni, ils sont de plus en plus nombreux à refuser de rester bras ballants face à la catastrophe annoncée. Le 20 octobre 2018, plus d'1 demi-million de personnes défilent dans les rues de Londres, clamant leur attachement à l'Union européenne. Jamais je n'ai vu une manifestation aussi dense et joyeuse en faveur de l'Europe. Aura-t-il fallu le Brexit pour que les Britanniques se sentent enfin européens? Dans la foule de ces Remainers, Rachel Johnson, la sœur de Boris, le champion du Brexit. Malgré l'attachement qu'elle a pour son frère, elle continue à défendre publiquement ses idées pro-européennes. Before the referendum, I've never seen a European flag in London. I know. It was very unfashionable. Now it's very fashionable. Suddenly people realize, actually, we quite like it. There was no Remainer campaigning. In a way, it's taken the referendum to make people care about Europe. And that's too late. That, yeah, sad. It happened just when it was too late. Yeah. Bob Geldof, le célèbre rocker et organisateur de concerts de charité contre la faim dans le monde, est aussi de la fête. Comme tous ceux qui sont là, il défend l'idéal européen, avec son projet politique et social contre le repli sur soi. I mean, this is campaigns led by the elite, by Bob Geldof, by people, by me living as a Remainer here in this. This is the bubble trying to revolt. This is the bubble fighting for its. No, this is 48% of the people. That's not a bubble. That's not an elite. There is no elite with 17 million people in it. So, the elite is Gove, the elite is Johnson, the elite is Rees-Mogg and Farage, all millionaires. All millionaires. They don't have to worry about the future. Why are you here today? Save the country. Oh, it's a nice thing. And hopefully we'll save Europe as well, because it's not going well. Europe is an idea.
So you've got emotion versus empiricism. You've got belief versus reason. And belief will always triumph over reason because it can never be disproved. We are here to disprove that today. That's very good. Thank you very much. There is no going back from this. Expectations have been upended. Our nation's destiny changed. Some people are now saying that was wrong. We can try to muddle through and hope for the best. Brits don't quit. I believe we now have a glorious opportunity. Come with me, and together, let's seize the day. Please, I have a child! Please. Well, the British people have made the decision. We must respect that result. But I do not think it would be right for me to try to be the captain that steers our country to its next destination. As we face the opportunities ahead of us, our shared interests and ambitions can bring us together.